Aujourd'hui, on va parler de la différenciation et de l'activation des lymphocytes T. La dernière fois, vous aviez eu la différenciation et l'activation des lymphocytes B. Vous avez vu que c'était un petit peu compliqué. Là, ça l'est peut-être un petit peu moins. Mais ce que vous commencez à voir, c'est que avant qu'un lymphocyte qui soit B ou T soit vraiment un lymphocyte effecteur qui remplisse une fonction de défense, il faut d'abord qu'il se différencie et qu'il soit activé. Donc on va passer une heure là à regarder à peu près différenciation et activation, et ensuite on passera une autre heure à voir, une fois que le lymphocyte est différencié et activé, comment en fait il arrive à être effecteur. Et là, différenciation et activation des lymphocytes T, ça va beaucoup avoir à faire avec le dialogue qui se fait entre les deux cellules que vous voyez apparaître là, le lymphocyte T qui est en bleu et, par exemple, des cellules dendritiques, des cellules présentatrices d'antigènes qui sont ici en orange. Alors d'abord, l'activation des lymphocytes T. Alors, ce que vous savez, c'est que les lymphocytes T naïfs, ils sont dans les organes lymphoïdes secondaires et dans ces organes, ils doivent en fait rencontrer l'antigène qui leur est présenté par des cellules dendritiques via des molécules de classe 1 ou de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc le premier problème que vous aurez à résoudre, c'est tout de même la rencontre des antigènes protéiques avec les lymphocytes qui, encore une fois, sont dans les organes lymphoïdes secondaires. Alors là, il y a deux choses que l'on va revoir. Vous avez en fait les antigènes qui, ici, sont au niveau, par exemple, de la peau, où ils vont rencontrer des cellules dendritiques. Et là, il y a une chose à bien voir, c'est que ces cellules dendritiques, qui sont pour l'instant immatures, vont aller ou vont devoir transporter l'antigène, ce que vous savez, au niveau des ganglions. Et pour les transporter au niveau des ganglions, ils passent par où? Ils passent en fait par les vaisseaux lymphatiques. Important, par les vaisseaux lymphatiques. Donc c'est bien la circulation lymphatique qui va amener en fait les cellules dendritiques jusqu'au niveau du ganglion. Il y a tout de même un cas où le chemin pour qu'il y ait une rencontre entre le lymphocyte et la cellule dendritique, pour que ça se rencontre, c'est lorsque l'antigène n'est pas, par exemple, au niveau de la peau parce que vous êtes blessé, mais c'est lorsque l'antigène est dans la circulation sanguine. C'est ce que vous avez ici à droite. Lorsque l'antigène est dans la circulation sanguine, il va être transporté cette fois-ci, pas par la lymphe, pas par les vaisseaux lymphatiques, puisqu'il est dans la circulation sanguine, mais il va être transporté en fait par quelques cellules dendritiques qui sont déjà dans le sang ou tout seul, mais il va rencontrer en fait d'autres cellules dendritiques dans la rate, et c'est dans la rate, donc les antigènes qui sont d'origine sanguine ou qui sont dans la circulation, ils vont rencontrer les cellules dendritiques soit dans la circulation, soit dans la rate, et c'est dans la rate où va se faire la rencontre entre cellules dendritiques et lymphocytes. C'est ce qui vous intéresse. J'ai dit. Tout ça à voir, encore une fois, avec le dialogue cellules dendritiques, lymphocytes T. Bien, donc deux voies d'accès. Une fois que la cellule dendritique a en fait amené l'antigène au niveau du ganglion, dans ces cas-là, vous avez un lymphocyte T qui, pour l'instant, est encore un lymphocyte naïf. Et c'est bien ce lymphocyte qu'il va falloir activer pour qu'il devienne un jour un lymphocyte effecteur. Et vous voyez, ça se passe dans le ganglion. Une fois que la cellule dendritique a apporté l'antigène au lymphocyte T naïf, il va devenir un lymphocyte T effecteur. Étant lymphocyte T effecteur, il va pouvoir avoir un certain nombre d'actions. Par exemple, ce que vous aviez vu la dernière fois,
aider les lymphocytes B qui eux-mêmes étaient encore naïfs à se transformer en lymphocytes B activés. Donc ça, vous revoyez. Maintenant, je vous ai dit, vous connaissez tous les acteurs, on met simplement les choses en place et on commence à les faire jouer les uns avec les autres. Donc là, ça se passe dans le ganglion. OK. Ce qui est important, mais ça maintenant vous le savez par cœur, c'est qu'à chaque fois, pour que le lymphocyte naïf devienne un lymphocyte activé, avant d'être un lymphocyte effecteur, il faut toujours qu'il y ait deux signaux. Un premier signal qui vient de l'antigène microbien et un second signal qui peut être de diverses sortes. Le second signal, ça peut être en fait soit des cytokines qui sont par exemple produites par les macrophages, soit des molécules qui sont costimulatrices. Bien. Une fois que vous aurez vos deux signaux, enfin, vous pouvez proliférer et vous différencier. C'est ce que l'on regarde aujourd'hui. Alors, ces différentes phases de réponse des lymphocytes T, vous les revoyez là ici. Reconnaissance de l'antigène, très bien. Activation des lymphocytes. Il va falloir passer par une phase d'expansion clonale, une phase de différenciation et des fonctions effectrices. Mais alors que les premières phases, reconnaissance, activation, expansion, différenciation, tout ça se fait dans les ganglions. Ici, c'est plutôt bleu clair. C'est pas... Une fois que vous serez transformé en lymphocyte, cette fois-ci qui est actif, activé, il va falloir que ce lymphocyte aille remplir son rôle de lymphocyte effecteur, cette fois-ci en périphérie. Donc, c'est la même chose pour le lymphocyte T auxiliaire et pour le lymphocyte T cytotoxique. Pareil, reconnaissance de l'antigène, activation, expansion, différenciation, fonction effectrice. Fonction effectrice, ce que vous voyez aussi sur ce schéma qui est bien fait, c'est que en même temps, le lymphocyte qui est activé, soit il peut devenir un lymphocyte effecteur, soit il peut devenir un lymphocyte mémoire. Donc même chose pour les lymphocytes T auxiliaires ou cytotoxiques. Bien. Alors, ce que je vous disais, c'est que toute l'activation se fait dans le ganglion, mais à un moment donné, tout de même, il va falloir que vous fassiez une chose. Une fois que vous êtes activé, il va falloir agir. Et cette fois-ci, le lymphocyte, il sort à l'extérieur. Et par exemple, ici, c'est un lymphocyte T auxiliaire. En périphérie, il va aller activer des macrophages. Et l'activation des macrophages va permettre d'éradiquer le microbe. Donc, le ganglion, c'est un endroit important, et vous le savez bien, quand vous avez une infection, vous le sentez bien, qu'il se passe quelque chose dans les ganglions. Activation des lymphocytes T naïfs. Bien. Alors, ça, ce sont des généralités. On va regarder ce qui se passe d'un petit peu plus près. D'abord, avec l'activation des lymphocytes T CD4+. Alors, on retrouve la même chose, c'est pareil pour les T CD4+, et pour les T cytotoxiques, mais je rappelle, parce que ce n'était pas absolument évident, c'est que la plupart des antigènes sont amenés au ganglion via les vaisseaux lymphatiques, excepté encore une fois des antigènes qui sont dans la circulation sanguine. Mais les antigènes, ils sont souvent dans les vaisseaux lymphatiques. Et ce qu'il faut regarder dans ces cas-là, lorsqu'ils sont dans les vaisseaux lymphatiques, c'est comment va se passer le fait que l'antigène arrive par les vaisseaux lymphatiques, alors que les lymphocytes, eux, ils sont dans la circulation.
Donc, ça va vous rappeler quelque chose que vous connaissez, et tout de même, on va le mettre. Comment ça va se passer pour que ici, donc je rappelle, les antigènes, ils arrivent par ici, ils vont repartir par là, alors que, en fait, les lymphocytes, ils sont dans les artères ou dans les veines. Donc, le ganglion, c'est vraiment le carrefour, puisque les uns arrivent par la droite ou par la gauche, comme vous voulez. Enfin, ils n'arrivent pas par les mêmes voies. Et pourtant, il va falloir qu'ils se rencontrent. Ils vont se rencontrer, en fait, parce qu'il y a constamment une recirculation à la fois des antigènes et à la fois des lymphocytes. Que ce soit les antigènes ou que ce soit les lymphocytes, ils passent quasiment de ganglion en ganglion, ils repassent dans la circulation, ils repassent dans les vaisseaux lymphatiques. Vous avez toute cette circulation de l'antigène dans les vaisseaux lymphatiques ici. Vous les avez ici, ça c'est uniquement la circulation lymphatique, avec tous les ganglions qui se trouvent aux différents endroits. Vous avez ici le canal thoracique, qui est l'endroit où la lymphe va venir, on le revoit ici, le canal thoracique, la lymphe va venir se jeter dans la veine cave. Donc vous avez deux endroits où il peut y avoir un mélange des genres. Ici, parce qu'il y a bien le canal thoracique ou la lymphe qui peut aller dans la circulation. Et ici, c'est là où les choses se passent ou sont importantes. L'antigène qui beaucoup arrive par la circulation lymphatique et les lymphocytes qui arrivent ici par la circulation. Donc c'est toujours ici le ganglion, le point important. Autre chose que l'on revoit, je vous dis, l'immunologie, vous avez commencé à la savoir parce qu'on revoit les choses les unes après les autres. L'autre chose que vous savez maintenant, c'est que lorsqu'il migre depuis l'extérieur quasiment, depuis la peau par exemple, jusqu'au ganglion, les cellules dendritiques, elles acquièrent des propriétés différentes. Au début, vous savez, elles sont immatures, et ce qu'on leur demande lorsqu'elles sont immatures, ça va être de présenter l'antigène. Donc ici, vous avez une cellule immature, vous l'avez déjà vu, ça. Ce qu'on va lui demander, c'est de faire un processing, un apprêtage de l'antigène. Cette cellule dendritique qui est immature, ensuite, elle va aller au niveau des vaisseaux lymphatiques afférents. Elle va devenir cette fois-ci une cellule dendritique mature. Et vous voyez que dans la cellule dendritique mature, par exemple, il y a une augmentation des molécules costimulatrices telles que les molécules B7. Molécules costimulatrices, molécules B7. On va le voir ici. Quand vous voyez par rapport à la cellule tout à l'heure, ce que j'ai rajouté là, c'est vous voyez apparaître ici la molécule B7. On va beaucoup en parler. B7, elle dialogue avec en face CD28. Bien. Alors, là, vous commencez à voir comment ça se passe. J'ai amené, grâce à ma cellule dendritique qui a maturé, j'ai amené l'antigène au ganglion. Il serait temps de faire l'expansion clonale des lymphocytes T. Au passage, petit rappel ici, puisque je suis sur les cellules TCD4+, je regarde en fait la maturation des lymphocytes TCD4+, et bien évident que si c'est des TCD4+, la cellule dendritique, elle doit présenter en fait l'antigène et l'avoir processé par la voie exogène. Une petite chose ici que je rappelle, mais ce n'était pas... Lorsque c'est une protéine ici externe qui est processée, qui est apprêtée, par la cellule dendritique, on dit l'antigène va ici dans une vésicule qu'on appelle l'endosome. D'accord? Donc, une protéine externe, c'est l'endosome qui va fusionner avec le lysosome pour donner l'endolysosome.
Et je vous rappelle que si c'était en fait une bactérie, par exemple, un microbe, non pas une protéine ici, mais un microbe qui était processé par une cellule ici dendritique, l'endosome, il s'appelle dans ces cas-là le phagosome. Bon. Donc, on parle d'endosome, lysosome, endolysosome, ça c'est quand c'est une protéine qui est attrapée. Lorsque c'est un microbe, l'endosome, on l'appelle le phagosome. Vous verrez que tout à l'heure, je vous rappelle ça parce qu'on en aura besoin un petit peu tout à l'heure. Bien. Alors, cellule présentatrice, qu'est-ce qui se passe une fois que ma cellule présentatrice, elle a ses molécules B7, elle peut enfin activer le lymphocyte T. Et la première chose importante qui se passe, en fait, ici, j'ai été trop vite. Je le refais doucement. Voilà, ça se fait tout seul. La première chose qui se passe, que vous voyez importante, c'est que la cellule présentatrice, non seulement elle va activer le lymphocyte T parce qu'il y a le dialogue entre B7 et CD28, mais vous avez vu apparaître une cytokine importante, c'est l'IL-12. Donc, l'IL-12 est une des cytokines qui est importante pour activer le lymphocyte T auxiliaire. Et une fois, en fait, que vous aurez activé avec l'IL-12, avec la rencontre B7-CD28, le lymphocyte T auxiliaire, ce lymphocyte T auxiliaire, cette fois-ci, va pouvoir commencer à avoir une expansion. Et l'expansion se fait parce que le lymphocyte T auxiliaire produit une autre cytokine qui est importante, qui est l'IL-2. Et en même temps, vous voyez apparaître non seulement l'IL-2, mais également le récepteur de l'IL-2. Donc maintenant, vous allez vraiment pouvoir avoir une expansion clonale des lymphocytes T auxiliaires. Je vous ai apporté l'antigène, j'ai une cellule présentatrice qui a apporté des molécules costimulatrices. La cellule présentatrice, elle m'a produit une cytokine qui est l'IL-12. En réponse à l'IL-12 aux molécules costimulatrices, moi, lymphocyte T auxiliaire, je produis de l'IL-2, j'exprime également le récepteur de l'IL-2, donc j'ai tout ce qu'il me faut, en fait, pour pouvoir commencer à faire une expansion clonale des lymphocytes T auxiliaires. Donc là, importance de IL-2 et de récepteur de l'IL-2. Alors cette expansion clonale, avant que vous ayez une exposition à un antigène X, le nombre de lymphocytes T qui serait spécifique pour un antigène X, vous en avez à peu près 1 sur 100 000 à 1 sur 1 million. Donc vous avez un antigène X, vous avez à peu près 1 sur 100 000 ou 1 sur 1 million de lymphocytes T auxiliaires qui va être spécifique pour ce lymphocyte. Lorsque vous faites une expansion clonale, le nombre de lymphocytes T qui devient spécifique du même antigène, ça arrive à 1 sur 100 à 1 sur 1000. Donc vous avez multiplié quasiment 1 sur 100, 1 sur 1000, 100 à 1000 fois à peu près. Vous verrez que pour les lymphocytes T cytotoxiques, c'est encore plus. Donc là, c'est bien. Donc ça y est, là maintenant, je commence à être en nombre. Mais je me suis multiplié, mais je ne me suis pas encore différencié. Vous savez que les cellules CD4, elles vont devoir, les cellules T auxiliaires, elles vont devoir se différencier en sous-populations, et des sous-populations qui sont extrêmement importantes,
parce que ces lymphocytes T, vous voyez ici, il est au milieu la lymphocyte T, il est capable de produire, j'ai tout entouré, tout ce qui est entouré là, c'est toutes les cytokines que peuvent produire un lymphocyte T auxiliaire. Vous voyez qu'il peut agir au niveau du B, il peut agir au niveau du macrophage, il peut agir au niveau des neutrophiles, il peut agir sur les éosinophiles, il peut agir sur les mastocytes. J'aime bien ce schéma, il est joli. Bien. Ce n'est pas le même un lymphocyte T qui produit toutes ces cytokines pour devenir un lymphocyte effecteur. Il va se différencier en sous-populations de lymphocytes T qui vont, chaque sous-population va produire une certaine collection de cytokines, si l'on veut. D'accord ? Un panel de cytokines. Ce n'est pas le même, encore une fois, lymphocyte T qui produit toutes les cytokines que vous avez là entourées en orange. Donc, il va devoir se différencier, en fait, notamment ce qui est le plus connu, vous l'avez déjà vu, vous avez déjà vu la balance, qui est le plus connu, c'est que le lymphocyte ici, qui au départ produit essentiellement IL-2, IL-4, interféron gamma, IL-2, ça lui a été nécessaire notamment pour se multiplier. En fait, il va ensuite se différencier, principalement en T auxiliaire 1, T auxiliaire 2. Et ce que vous savez déjà, voilà les T auxiliaire 1, le panel de cytokines qui sont produites. On va revenir là-dessus. Ce qui est très important notamment, c'est l'interféron gamma. T auxiliaire 2, voilà les cytokines qu'il va produire, mais on va revenir dessus également. IL-4, IL-5, IL-6. Ici, un petit rappel, les TH1, ça favorise plutôt l'immunité à médiation cellulaire, alors que les TH2, c'est plutôt la production d'anticorps, et ça supprime même l'immunité à médiation cellulaire. Donc pas du tout les mêmes actions en fonction des sous-populations que vous avez de lymphocytes. Ça va ? Alors, j'ai activé et j'ai différencié mes lymphocytes T auxiliaires. Il faut que maintenant, j'active ou que je regarde comment on active des lymphocytes T cytotoxiques. Alors, pour le lymphocyte T cytotoxique comme pour le lymphocyte T auxiliaire, bien entendu, j'ai besoin de seconds signaux. Mais les seconds signaux qui sont nécessaires pour les lymphocytes T cytotoxiques, ce n'est pas forcément les mêmes que ceux qui sont nécessaires pour les lymphocytes T auxiliaires. Alors, ce qui est de toute façon important, même si les signaux de costimulation ne sont pas forcément les mêmes, de toute façon, il y a une chose qui est importante, ce sont les cellules présentatrices. Ça, on a toujours besoin chez soi de cellules présentatrices. Mais, vous savez que cette fois-ci, pour les lymphocytes T cytotoxiques, là, ce sont des protéines intracellulaires, par exemple des microbes intracellulaires ou des virus, qui vont devoir être apprêtés par les cellules présentatrices d'antigènes pour être présentés aux cellules T cytotoxiques, qui sont les seules capables d'éliminer en fait des cellules, par exemple, qui sont viro-infectées. Les antigènes là, qui sont processés, je vous rappelle que ces antigènes, ils sont non pas comme tout à l'heure, comme vous aviez vu, c'est un petit rappel, dans des vésicules, endolysosomes ou phagolysosomes. Cette fois-ci, la protéine, elle est dans le cytosol. Bien. Alors, il y a une chose,
il faut se souvenir, ça c'est important, c'est que vous avez des protéines qui peuvent être dans des vésicules. Celles-ci, ces protéines au départ, elles étaient faites pour être processées, pour être apprêtées comme des protéines exogènes et présentées par des molécules de classe 2. Mais de temps en temps, ce qui se passe, je vous l'ai déjà expliqué, mais il y a une chose que j'ai modifiée, c'est que de temps en temps, vous avez des protéines qui sont capables de sortir depuis le phagolysosome pour aller dans le cytosol, et c'est parce qu'elles sont capables de sortir dans le cytosol qu'elles sont capables d'être présentées par les molécules de classe 1 aux lymphocytes T cytotoxiques. Mais, si vous regardez bien, et j'avais fait un premier schéma dans la présentation de l'antigène que j'ai modifié, si vous regardez bien, le fond là, de la cellule, il est verte. Et pourquoi je l'ai mis verte? Parce que, en fait, il n'y a que les cellules présentatrices d'antigènes dans lesquelles le passage de phagosome, phagolysosome dans le cytosol peut se faire. Ce sont les seules cellules qui sont capables, et c'est important, de faire ce passage. D'accord? Alors, il y a un problème. On revient sur quelque chose que vous avez déjà vu, mais que vous n'avez peut-être pas totalement compris. C'est pas grave. C'est qu'il y a des cellules, les cellules oranges, qui sont des cellules qui ne sont pas des cellules présentatrices. Il y en a beaucoup, hein, de cellules de l'organisme qui ne sont pas des cellules présentatrices. Or, ces cellules oranges, elles peuvent être infectées par un virus. D'accord? Bien. Ces cellules oranges, qu'est-ce qui peut se faire? Infectées par un virus, ici. Ce qui peut se faire, c'est que ces cellules peuvent être capturées, en fait, par des cellules présentatrices, qui sont des bien meilleures présentatrices que la cellule au départ, infectée par un virus. Cette cellule infectée par un virus, si, encore une fois, les antigènes ne sont pas dans le cytosol, elle ne va pas être capable forcément de présenter correctement l'antigène. Donc, elle a besoin, en fait, cette cellule infectée par un virus, d'être capturée par une cellule dendritique. Et c'est la cellule dendritique qui, elle, est capable de présenter l'antigène à des lymphocytes T cytotoxiques. Donc, c'est ce qu'on appelle la présentation croisée. Lorsque la cellule infectée par un virus n'est pas capable elle-même de présenter l'antigène aux cellules T cytotoxiques, elle peut être capturée par une cellule dendritique et c'est elle qui va être capable de présenter cette cellule viro-infectée aux cellules T cytotoxiques. Ensuite, les cellules T cytotoxiques vont tuer tout, y compris la cellule viro-infectée. C'est ce qu'on appelle la présentation croisée. Alors, je vous ai dit une chose, je vous ai dit les lymphocytes T cytotoxiques, elles ont besoin d'un second signal de costimulation, mais qui n'est pas forcément le même que celui des lymphocytes T auxiliaires. Alors, en fait, comment ça se passe? De temps en temps, lorsqu'il y a une réponse immune qui est très forte, c'est ce que vous avez là, en fait, les cellules T cytotoxiques, elles reconnaissent l'antigène, il y a des molécules costimulatrices sur les cellules présentatrices d'antigènes, ça permet à la cellule T cytotoxique de se différencier, et elle se différencie uniquement par le dialogue entre lymphocytes T cytotoxiques, cellules dendritiques. Donc là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu pour les cellules T auxiliaires. Mais, de temps en temps, lorsque la réponse immune est plutôt plus faible, le lymphocyte T cytotoxique, pour se différencier, il se différencie, ce n'est pas encore un lymphocyte effecteur, hein.
pour se différencier, il va avoir besoin de l'aide de cytokines qui sont produites par le lymphocyte T auxiliaire. Donc là, vous n'avez pas besoin de lymphocyte T auxiliaire. Là maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que de temps en temps, pour que ce lymphocyte T cytotoxique devienne un lymphocyte T différencié, qui va pouvoir devenir effecteur, il faut qu'il y ait la production de cytokines. Et puis, il y a un autre moyen où le lymphocyte T auxiliaire est nécessaire pour que le lymphocyte T cytotoxique devienne un lymphocyte T effecteur. Il va falloir qu'il y ait un dialogue entre le lymphocyte T auxiliaire, la cellule dendritique. Ce dialogue se fait grâce aux molécules que vous connaissez, CD40, CD40 ligand. Le récepteur, je vous rappelle, c'est CD40. Le fait qu'il y ait ce dialogue entre lymphocyte auxiliaire, CD40, CD40 ligand, ça va activer quelque part la cellule dendritique. Ça va donner ce qu'on appelle une licence à la cellule dendritique pour qu'elle dise au lymphocyte T cytotoxique de se transformer en cellules différenciées. Donc, de temps en temps, vous avez besoin du lymphocyte T auxiliaire, de temps en temps, vous n'avez pas besoin du lymphocyte T auxiliaire pour que le lymphocyte T cytotoxique devienne un lymphocyte T différencié. Bien. Une fois que je vais commencer à avoir activé, grâce soit à la cellule dendritique tout seul, soit à la cellule dendritique plus le lymphocyte T auxiliaire, une fois que je vais commencer à activer mon lymphocyte T cytotoxique, il va commencer à se multiplier, comme tout à l'heure, une expansion clonale. Comme tout à l'heure, le nombre de lymphocytes T cytotoxiques pour un antigène X, c'était 1 100 000 à 1 million. Donc j'avais une cellule, un lymphocyte T cytotoxique sur 100 000 ou 1 sur 1 million qui était capable de reconnaître un antigène X. Lorsque je fais l'expansion clonale, là je suis remarquablement efficace parce que le nombre de lymphocytes T cytotoxiques spécifiques du même antigène, ça peut être 1 sur 10. Donc une énorme expansion clonale des lymphocytes T cytotoxiques. Alors, cette expansion clonale, vous la voyez ici, très importante. Vous voyez au passage qu'elle se passe à peu près 7 jours après l'infection. Au bout de 14 jours, vous avez des lymphocytes mémoire. Pour que ces lymphocytes T cytotoxiques se transforment en lymphocytes T effecteurs, j'ai besoin, comme tout à l'heure, aussi d'un certain nombre de cytokines. Et une des cytokines qui est importante pour la transformation des lymphocytes T cytotoxiques et pour leur expansion, c'est aussi l'IL-12. D'accord ? L'IL-12, on avait vu qu'elle était importante pour l'expansion des lymphocytes T CD4. Elle est aussi importante pour les lymphocytes T cytotoxiques et d'ailleurs également pour les cellules NK. Et qu'est-ce qui produit de l'IL-12 ? C'est le macrophage. Bien. Hop, ça c'est la suite de l'histoire, mais ça vous la connaissez. J'ai fait mon expansion clonale des lymphocytes T. Je l'ai fait notamment parce que j'ai eu de l'aide des cellules dendritiques, j'ai éventuellement eu de l'aide des lymphocytes T auxiliaires. Le macrophage m'a apporté de l'IL-12. Une fois que j'ai fait mon expansion clonale, c'est pareil, je dois me différencier. Je dois me différencier parce que pour être vraiment cytotoxique, il faut que j'ai une machine à tuer les cellules. Donc il faut bien que le lymphocyte se transforme pour accueillir ou pour exprimer un certain nombre de gènes
qui vont fabriquer ma machine à tuer et notamment ma machine à perforer la cellule que je veux tuer. J'ai besoin que mon lymphocyte T, pour devenir un lymphocyte effecteur, exprime des gènes qui codent pour des molécules telles que, justement, la perforine, elle porte bien son nom, qui va faire des trous en face. Et une fois que j'aurai fait des trous avec la perforine, je vais pouvoir injecter dans la cellule que je veux tuer un certain nombre d'enzymes, notamment des granzymes. Je vais avoir besoin aussi de produire un certain nombre de cytokines, notamment l'interféron gamma, le TNF-alpha, le TNF-bêta. Alors, pour que j'acquière ces propriétés et que je me transforme en lymphocyte T cytotoxique, ici, pour que je puisse exprimer des granules qui vont finalement aller tuer les cellules cibles, pour que je puisse exprimer ces cytokines là, ici, ça ne se fait pas tout de même tout seul. Il va falloir, dans ces cas-là, qu'il y ait des molécules, à nouveau des molécules costimulatrices. Il va falloir également qu'il y ait à nouveau de l'IL-2. Il faut qu'il y ait à nouveau l'aide des lymphocytes T auxiliaires. Très bien. Alors, on regarde un petit peu plus en détail le rôle des molécules costimulatrices dans l'activation des lymphocytes T, que ce soit des lymphocytes T auxiliaires d'ailleurs, ou des lymphocytes T cytotoxiques. B7. Alors, B7, je ne voudrais pas compliquer, mais enfin, en fait, il y en a deux. Il y a B7.1 et B7.2. Et comme la vie est mal faite, enfin, ça dépend. Elle peut être bien faite aussi. Mais enfin, là, pour les étudiants, elle est mal faite parce que B7.1, c'est un dimère et B7.2, c'est un monomère. Ça aurait été plus pratique que ça soit tout de même l'inverse. Mais c'est comme ça. B7, c'est exprimé principalement sur les cellules présentatrices d'antigènes, les cellules dendritiques, les macrophages, les cellules B. On les a déjà vues de nombreuses fois. Très bien. Voilà. Ensuite, fonctions de costimulatrices, on sait que c'est important, notamment ces fonctions costimulatrices, elles vont apparaître, là vous avez un microbe qui vient d'être reconnu par un macrophage grâce à une petite structure ici qui est un récepteur Toll-like. Donc Toll-like récepteur, qu'est-ce qui se passe? Le macrophage ici, qui était un macrophage qui était plutôt au repos, lorsqu'il était au repos ici, vous notez que je n'ai pas vraiment beaucoup de molécules B7. Donc, je ne suis pas vraiment capable d'activer des cellules naïves. Par contre, le microbe ici, qui a été reconnu par le Toll-like récepteur, j'ai ingéré le microbe. Lorsqu'en plus de ça, je me fais aider par de l'interféron gamma qui est produit par les cellules NK, cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? J'exprime B7. Et au passage, non seulement j'exprime B7, mais vous retrouvez maintenant la cytokine l'IL-12 dont j'ai également besoin avant qu'il y ait l'expansion des cellules T auxiliaires et la différenciation. Donc là, vous avez la façon dont B7 apparaît. Bien, cette fois-ci, une fois que j'ai B7, on retrouve exactement ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Vous avez, c'est la même séquence que tout à l'heure, IL-12. Une fois que l'IL-12 a été reçu par le lymphocyte T, il exprime IL-2, IL-2 récepteur, expansion clonale. Donc vous retrouvez exactement la même chose, mais au départ, encore une fois, c'est B7. Autre chose qui est importante aussi, que vous retrouvez,
je vous l'ai déjà dit, mais c'est sur une autre présentation. Là, vous retrouvez, comme tout à l'heure, comme sur le schéma précédent, le toll-like récepteur qui reconnaît un microbe. D'accord? On a l'expression de B7. Très bien. Ça y est. Cette fois-ci, lorsque j'exprime B7, il va y avoir l'expansion des cellules T. Et vous remarquez une chose, qu'est-ce qui est apparu sur les cellules T? Vous l'avez déjà vu ça. Vous allez voir, c'est CD40 ligand. D'accord? CD40 ligand, la cellule T effectrice, qui maintenant est une cellule T qui s'est multipliée, elle présente CD40 ligand au macrophage. Et qu'est-ce que ça va faire? Le macrophage ou la cellule présentatrice qui déjà exprimait B7, il se met à exprimer encore plus B7. D'accord? Exprimant encore plus B7 et CD40 ligand, il va pouvoir activer encore plus de lymphocytes T de cellules, cette fois-ci naïves. C'est-à-dire il y a une amplification qui se passe comme ça. Et cette amplification, vous l'avez déjà vu sur un autre schéma dont vous vous souvenez. Ici, on fait arriver l'antigène. B7 qui active CD28. CD40 ligand qui apparaît sur le lymphocyte T activé. Ça y est, ça se met en place tout ça. CD40. Interaction cette fois-ci, là c'est avec le B, mais ce serait pareil avec une autre cellule présentatrice. J'exprime encore plus de B7. D'accord? Ça va? Tous les schémas que je vous montre, ils se recoupent les uns les autres. Et c'est souvent, vous retombez sur les mêmes messages. Vous retombez sur B7, vous retombez sur CD40. Alors, ce que vous avez vu ici, c'est aussi ce schéma-là, vous l'avez vu aussi. C'est la même chose. Hein? B7, ici, le lymphocyte commence à être activé, CD40 ligand qui apparaît, CD40 ligand, encore plus de B7. Très bien, tout ça, ça veut dire la même chose. Alors, tiens, il y a un petit hot. Ça, vous l'avez déjà vu. Vous avez vu qu'il y a des récepteurs co-stimulateurs B7, mais il y a aussi des récepteurs qui sont inhibiteurs, qui sont CD28. Ici, ça active. Pardon, récepteur inhibiteur, c'était à l'A4. Hein. Personne n'a corrigé, c'est pas bien. Hein? D'accord? CD28, activation, c'était à l'A4, inhibiteur. Alors, vous avez déjà vu une chose, ça va faire quoi lorsque j'active CD28? Vous vous souvenez de ça? Ça fait quoi déjà? J'arrive, c'est ceux qui ont fait un essai avec un anticorps, ici, anti-CD28. Qu'est-ce que ça va faire? Vous vous en souvenez? Une. Il y en a bien un qui va le dire. Ça a été une catastrophe. Vous activez CD28, ça fait une tempête de cytokines. Vous vous souvenez de ça? D'accord? Bien. Pour vous montrer que là, ça fait 3/4 d'heure que je vous parle d'interaction entre cellules dendritiques, cellules présentatrices et cellules T. Et maintenant, c'est pour vous montrer que ça a tout de même des applications. Ça, ce n'est pas une bonne application, c'est une vraie catastrophe. Vous avez déjà vu ça, je vous le rappelle, psoriasis, et vous avez vu un premier médicament qui était Amviv à l'état Facep. Ça, je vous l'ai déjà montré. Je vous rappelle que ce médicament, qui est pour le traitement donc, du psoriasis, qui est une maladie auto-immune, c'est en fait un anticorps qui se lie contre la région d'une molécule d'adhésion
qui est LFA3, et plus précisément, c'est un anticorps dirigé contre la région de LFA3 qui se lie à CD2. Voilà. Vous savez qu'à chaque fois que je fais ce type de médicament, je colle à la molécule qui est active un fragment FC d'une immunoglobuline pour que la demi-vie de mon médicament soit prolongée. Je vous rappelle que là, donc, je bloque, c'est la partie de l'LFA3 qui reconnaît CD2. Pour empêcher l'interaction de l'LFA3-CD2, pour empêcher en fait l'activation du lymphocyte auxiliaire par la cellule présentatrice, je bloque ce dialogue ici LFA3-CD2 par en fait une protéine chimérique qui a tout simplement la portion de LFA3 qui se lie à CD2. Ça, vous l'avez déjà vu, mais c'est pour vous montrer que ce n'est pas uniquement des petits dessins. Mais par contre, ce que vous n'avez pas encore vu, c'est ce médicament-là. Donc, vous allez être capable de répondre maintenant. Qu'est-ce que c'est ce médicament? Tiens, je retrouve le domaine extracellulaire de CTLA4. Vous vous souvenez que CTLA4, ça se lie en fait, on va le voir, CTLA4, ça se lie à B7, ou plutôt B7 se lie à CTLA4 pour être exact, mais lorsque B7 se lie à CTLA4, ce qui est d'ailleurs une interaction B7-CTLA4, c'est une interaction qui est plus forte que B7-CD28. Mais vous savez que là, alors que B7-CD28, ça active le lymphocyte auxiliaire, B7-CTLA4, ça l'inhibe. Alors, le médicament en question, qui est également un médicament pour le psoriasis, en fait, c'est une partie de CTLA4 qui est couplée toujours au fragment FC d'une immunoglobuline pour prolonger la demi-vie. Et comme je viens de vous dire que l'interaction CTLA4-B7, elle est plus forte que B7-CD28, je répète, puisque CTLA4-B7, c'est plus fort comme interaction que B7-CD28, mon médicament, il va aller se lier à B7 avec une forte affinité. Se liant à B7 avec une forte affinité, il va empêcher le dialogue entre B7 et CD28. Là, j'ai l'impression que ça vous plaît, là, parce que vous dites, tiens, j'apprends des choses qui me sont utiles. Comment voulez-vous, encore une fois, comprendre le mécanisme de ces médicaments si, avant, je n'ai pas passé beaucoup de temps à vous expliquer l'activation des lymphocytes T, la multiplication des lymphocytes T. Donc là, vous avez la récompense. Vous avez compris un mécanisme, un médicament. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Faites-moi plaisir, dites-moi tous ce que vous avez compris. Alors, vous récupérez les images et vous jouez avec toutes les images. Vous faites bouger les images et ça va venir tout seul. Alors, vous avez vu que mon lymphocyte T auxiliaire au cytotoxique, avant qu'il devienne un lymphocyte T effecteur, il y a tout de même un grand nombre de tâches qu'il a à accomplir. Il doit produire un certain nombre de protéines. Et pour tout ça, il faut qu'il y ait une transduction du signal. Et cette transduction du signal, qui va se faire grâce notamment au récepteur à l'antigène des lymphocytes T, elle va permettre d'activer l'expression d'un certain nombre de gènes. Et vous voyez sur ce schéma-là que l'expression de ces gènes apparaît dans un ordre assez intéressant. Vous voyez ici que vous avez l'expression C fausse, vous avez expression CD40 ligand, IL2 récepteur. Ça, c'est pratique, ça.
Parce que pour me multiplier, j'ai à la fois besoin de l'IL2 et j'ai à la fois besoin du récepteur. Et on voit bien que ici, séquentiellement, je produis d'abord l'IL2, ensuite je produis le récepteur. Synthèse d'ADN, ça c'est des protéines d'adhésion. Alors, tout ça ne se fait pas tout seul, il faut qu'il y ait une transduction du signal. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails de la transduction du signal, je ferai simplement un rappel en disant que vous savez que le récepteur au TCR, faut qu'il y ait en fait un corécepteur, c'est-à-dire faut qu'il y ait d'une part CD4 ou CD28, c'est ce qu'on appelle un corécepteur. Pourquoi corécepteur? Parce qu'il y a une liaison entre, en fait, ici, la molécule de classe 1 et de classe 2 et le corécepteur. Donc, j'ai besoin de ça et j'ai besoin de CD4, CD8. Mais j'ai besoin également de molécules qui me permettent de faire une transduction des signaux. Et ce sont les molécules, je vous rappelle, CD3 et les chaînes zeta. Ça, vous l'avez déjà vu. Vous avez déjà vu qu'au niveau de chaîne zeta, vous avez des motifs particuliers qui sont des motifs activateurs qu'on appelle les motifs ITAM, qui vont permettre des phosphorylations en cascade d'un certain nombre de protéines intermédiaires. Dans les protéines importantes, vous avez ZAP70. Donc il va y avoir des activations en cascade de protéines kinases. Ça, je pourrais passer des heures là-dessus. Mais tout de même, qu'est-ce qu'on va avoir là? On voit un schéma qui est assez intéressant de signalisation intracellulaire durant l'activation des cellules T. C'est un schéma qui est extrêmement simple. L'initiation des signaux, c'est médié par le récepteur à l'antigène des cellules T. Il y a des activations et des phosphorylations en cascade, ici. Ensuite, il y a un certain nombre d'intermédiaires biochimiques qui sont importants. Vous retrouvez par exemple diacylglycérol, on l'a déjà vu pour les cellules B, celui-ci. Vous avez un certain nombre d'enzymes qui sont activées, qui activent quoi? Qui activent des facteurs de transcription. Ces facteurs de transcription, ensuite, activant un certain nombre de gènes. Alors pourquoi j'ai résumé sur ce schéma-là? Parce que il y a un médicament qui va agir sur cette voie-là. Mais avant de vous faire découvrir le médicament qui agit sur cette voie-là, je vous rappelle que pour que toute cette signalisation puisse se faire, il faut qu'il y ait une espèce de rassemblement des structures qui vont être activatrices, que ce soit sur le lymphocyte T auxiliaire, que ce soit sur le lymphocyte T cytotoxique, et que ce rassemblement se fait au niveau d'une structure que maintenant vous connaissez bien, qui est la synapse immunologique. Les différentes molécules, d'ailleurs, se rassemblent quasiment en cercle. Il y a des cercles concentriques où les molécules se mettent à une position bien précise du cercle. Donc, synapse immunologique, c'est là où va se faire l'activation. Et vous voyez apparaître ici, mais on en reparlera parce qu'on va faire à un moment donné, les médicaments immunomodulateurs. Et il y a un médicament qui agit justement sur la transduction du signal des lymphocytes T. Ce médicament, c'est la cyclosporine, qui est un médicament qui est extrêmement étudié, ou extrêmement utilisé pour éviter le rejet de greffe. Donc là, vous avez vu que contrairement à tout à l'heure, vous avez vu un certain nombre de médicaments qui agissaient au niveau de la surface, qui inhibaient le dialogue entre les cellules présentatrices et le lymphocyte T.
Là, vous voyez un médicament qui agit différemment, c'est-à-dire il agit au niveau de la transduction des signaux à l'intérieur du lymphocyte T. Ce n'est pas la même chose. On détaillera un petit peu ce médicament, en fait, comment il marche. Bien, ben écoutez, on a fait en temps et en heure l'activation des lymphocytes T. Maintenant, dans l'heure suivante, vous avez une petite pause. Ce que l'on verra dans l'heure suivante, c'est les mécanismes effecteurs des lymphocytes ou des cellules.